Bonjour et bienvenue à tous sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Moi j'avoue que je n'arrive pas à me sortir de mes microbes, donc bon. J'étais un petit peu dans le froid dimanche et en fait lundi je me suis pas sentie super bien et je vois que ça continue. Bref, j'ai un mal de chien à m'en débarrasser. J'espère que vous êtes en meilleure forme que moi. Sinon, je vous retrouve aujourd'hui. Alors, j'ai encore plein de livres du pli, mes lectures du prix de l'imaginaire à vous partager. Mais voilà, je voulais faire une petite pause et vous partager mes lectures voilà, en tant que juré du prix du Polar Point. Voilà, donc ça, c'est les 10 livres que nous avons reçus pour comment les lire, les chroniquer et donner notre vainqueur. Donc à l'heure actuelle, nous savons qui a gagné, voilà, qui est le premier. Pour l'instant, on nous a demandé de ne pas révéler qui était le premier. Bon, je n'ai pas été trop étonnée, c'était bon. Enfin, je vais pas trop en dire parce que je pense que je vais commencer, je vais garder voilà dans mon top, je pense mon top 3 4 voilà mes préférés. Il y en a, je vais passer très vite dessus parce que je les ai déjà chroniqués, donc j'ai pas ressassé. Enfin, je sais plus lesquels j'ai fait sur YouTube et lesquels je n'ai pas fait. Je les ai tous faits sur Instagram, ça c'est sûr, mais voilà, j'ai essayé de vous les faire dans l'ordre dans lequel je les ai reçus à peu près. Le premier, c'est Carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant. Alors attention là, de Jung Jae-han. J'espère que j'écorche pas trop son nom. Donc bien sûr tout ça c'est aux éditions Point. Donc là on va suivre en fait, ça se passe en Corée du Sud. On va suivre un jeune homme qui gagne sa vie en se faisant passer pour un nécromant, c'est-à-dire qu'il est capable de parler aux morts et de chasser les morts des maisons. Alors c'est assez rigolo parce qu'on est dans une société coréenne qui est assez moderne et en même temps il y a des familles très riches qui font appel à ces services, voilà, ils ont encore une croyance, voilà, dans les fantômes, dans les revenants, dans les ancêtres, tout ça. Donc c'est voilà, il y a une enquête qui est intéressante, qui est une critique aussi de la société coréenne, notamment dans le domaine du K-pop, hein. Vous savez, ces groupes de jeunes gens moi j'appelle ça de l'exhibition sur scène, parce que quand on voit certains groupes, c'est franchement des lolitas, et quand on voit le public, c'est des hommes de 35 ans, quoi, 35 40 ans. Faut voir comment ils les habillent. Elles sont pas toutes comme ça, hein, mais voir comment ils les habillent. Puis je veux dire, à 20 ans, elles sont considérées comme des trop vieilles, quoi. Il se passerait ça en France, on ne laisserait pas passer, quoi. Et là, voilà, c'est des gamines qui ont 14 ans. Je sais plus quel groupe c'était, je n'ai pas retenu le nom, mais vraiment, elles sont habillées vraiment mais comme des lolitas, mais plus, quoi. C'est-à-dire avec des petits maillots de bain, froufrou. Et voilà, et on voyait le public qui venait les voir sur scène, c'était que des hommes, déjà. Nous aussi, on a eu nos boys bands, nos girls bands, mais voilà, c'était surtout un public féminin, mais il n'y avait pas ce côté, je trouve ça hyper malsain, quoi. Et il faut savoir qu'en plus qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, hein. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de rentrer dans des écoles, voilà, spécialisées pour s'entraîner à devenir des vedettes. Et il y a très peu d'élus, très peu qui vont aller dans un groupe. Du coup, pendant ce temps-là, ils ne font pas d'études, ils n'ont pas le droit de voir leur famille, hein, ils sont coupés de tout le monde, famille, amis, ils n'ont pas le droit d'avoir de vie. Il y en a qui se sont mariés en secret. Enfin voilà, mais ça a été, mais quand ça s'est su, ça a été une horreur. Ils ont dû s'excuser publiquement. Enfin, c'était vraiment, c'est allé très loin. Et c'est mal vu en plus. C'est-à-dire que les parents considèrent que leurs enfants ne font rien pendant. Alors je pense que si plus tard ils font partie d'un groupe connu, ok. Mais voilà, en plus ils sont très mal vus par leur famille parce qu'ils vont dans ces écoles de K-pop. Donc on a voilà un petit peu cette critique-là. Et il y a beaucoup d'humour. Le seul problème, c'est que je me suis un peu perdue avec les noms coréens, parce qu'évidemment, c'est pas évident. Et il y avait beaucoup de notes de bas de page, pas de l'auteur d'ailleurs, mais des traductions. Bon, je veux dire, quand ils nous répètent 15 fois que tel quartier, c'est le quartier branché et huppé de Séoul, on avait compris la première fois. Donc on se perd un petit peu voilà, dans les notes de bas de page et un peu dans les noms. C'est dommage parce que je veux dire, ça change un petit peu de ce qu'on lit habituellement et c'était vraiment sympa, quoi. Et je crois que c'est adapté, ça doit être adapté en série. Je sais pas si ça passe, ça doit être sur Netflix, je pense. En tout cas, ça devait être adapté en série. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être les trois acteurs qu'on voit là. Je sais pas si c'est déjà sorti. Qu'est-ce que j'ai reçu après? Je vais vous les reprendre dans l'ordre parce que
et puis vous mettre mon top à la fin. Laisse pas traîner ton fils de Rachid Santaki. Alors là, on va plus être dans un docu-fiction. L'auteur parle d'un fait divers qui s'est déroulé il y a plusieurs années où des jeunes, alors ça n'a rien à voir avec le gang des barbares qui est encore autre chose. Là, ce sont des jeunes qui ont filmé le tabassage et la quasi mise à mort avant qu'il meure en fait, d'un jeune homme qui leur devait... Enfin, c'est pas lui qui leur devait de l'argent, c'était un copain à lui, voilà. Donc il y en a un, ils étaient 3 contre lui, ils l'ont emprisonné un moment, ils l'ont tabassé à mort, ils l'ont torturé, ils l'ont laissé crever comme un animal. Et il y en a un qui a filmé et qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Voilà, dans la série, je déshumanise complètement les gens, on ne fait pas mieux. Donc l'auteur va à la rencontre des 3, ils finissent par être inculpés, hein, ils sont en prison, il va à la rencontre de celui qui a filmé, qui a tout mis en réseau. Moi j'ai eu un petit malaise parce qu'à un moment on sent que l'auteur se rapproche de celui qui a filmé. Moi j'avais pas envie de me rapprocher de lui trouver des excuses par rapport à ce qu'il avait fait. Parce que derrière on voit aussi sa sœur et la mère et la sœur de la victime qui sont bousillés, quoi, qui sont en pleurs tout le temps. Et l'auteur lui-même se trouve pris un peu dans une spirale, j'ai trouvé. Lui-même, alors il se prend des réflexions de gens qui lui disent mais t'es en train de faire voilà, d'écrire tu vas écrire un livre sur ce gars alors que il y a eu une victime, il y a quelqu'un, je sais plus comment il s'appelait celui qui est mort, Mathieu. Voilà, voilà. Tu ne penses pas à Mathieu, tu ne penses pas à la famille de Mathieu. Il y a des gens qui prennent leur distance avec lui, tout ça. Et lui, à un moment, se rend compte que oui, effectivement, il est en train de... Il oublie que Sofiane, celui qui a filmé, voilà, oui, a eu ce geste. Alors, c'est vrai qu'il a moins tapé Mathieu, c'est pas lui qui l'a conduit à la mort, mais il l'a mis sur les réseaux, quoi. Donc, voilà, et lui-même se rend compte, donc il prend un petit peu de distance. Il veut quand même écrire ce livre, et c'est vrai que c'est intéressant de voir le témoignage, surtout qu'il rencontre d'autres personnes qui vivent Lui vient des cités, maintenant il écrit des livres, il intervient en prison avec des ateliers d'écriture, il a écrit plusieurs livres. Donc il rencontre des gens qui ont vécu dans les cités et qui trouvent que ça s'est dégradé, en fait, que c'est de plus en plus violent, et qu'en plus maintenant, tout est prétexte à mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, on se met en vedette en fait, hein, c'est ça, c'est un peu comme le gang des barbares, hein. Je sais plus comment s'appelait, et tant mieux, j'ai oublié son nom, celui qui était à l'origine de tout ça, qui a enlevé un jeune juif, où ils l'ont pareil torturé, et laissé enfin, ils l'ont tué. Il a dit je suis né à telle date, le jour où en fait il est passé en jugement, parce que ce jour-là il est devenu célèbre. Voilà, c'est ça, c'est le quart d'heure célébrité, mais on ne peut plus malsain. Donc c'était un livre intéressant. On se rend compte aussi du cheminement de l'auteur. Moi j'avoue par contre que je n'ai eu aucune empathie pour ces trois assassins. Je préfère le dire franchement, voilà, je trouve que rien n'excuse qu'on torture, qu'on tue, qu'on batte à mort. Enfin voilà. Donc c'était pas un sujet... certains livres m'ont vraiment fait sortir de ma zone de confort des polars, point. C'est vraiment des livres vers lesquels je ne serais pas allée sinon. J'ai lu aussi, là on est plus dans du thriller classique. Je suis désolée, j'ai mal à la gorge, du coup ça me gêne pour parler. L'Ange Rouge de François Medellin. Alors là, nous sommes à Lyon. Pour une fois, ça change. C'est bien que ça se passe à Lyon. Et sur un bateau est découvert un cadavre, mise en scène, un peu style. Je crois qu'on lui a mis une tête de bélier. Il est crucifié dans une mise en scène baroque. Mais il me semble voilà, il y a un rapport avec le diable, et en fait on va suivre 2 policiers qui vont... enfin on va suivre un commandant de police et voilà, et son équipe qui vont enquêter. Il se lit bien, mais bon après j'ai pas... Voilà, je pense qu'il va pas me laisser énormément de souvenirs pour être honnête. Après si vous aimez les thrillers comme ça, enfin, dans le genre thriller un peu sanguinolent, j'en ai eu un qui m'a davantage plu. Mais si vous aimez bien ce genre de thriller, voilà, avec des mises en scène assez macabres, assez marquantes, il fait son petit effet. Ensuite, j'ai lu Marseille 73. Alors c'est pareil, celui-là, je ne serais pas allée forcément le lire, de Dominique Manotti, parce qu'elle reconstitue... C'est bien une femme, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est bien une femme.
Oui, c'est ça. Je suis désolée. Elle nous restitue vraiment l'atmosphère de Marseille dans les années 70. C'est-à-dire que nous sommes dans une ville où le racisme est poussé à son paroxysme suite à la guerre d'Algérie, puisque de nombreux pieds noirs sont arrivés en France. Vous avez aussi beaucoup de harkis, hein, donc bon, vous avez les pieds noirs, c'était les gens qui sont nés français, mais en fait, qui sont. Bah, certains, enfin, pour la plupart, ils étaient nés sur le sol algérien. Ils n'avaient jamais vu la France. Voilà, pour eux, c'était très lointain, la France. Donc, ils ont vraiment été déracinés. Vous avez aussi les Harkis, ce sont les Algériens de souche qui ont tenu avec les Français pendant la guerre d'Algérie. Donc, évidemment, ils avaient tout intérêt, lorsque l'Algérie est devenue indépendante, à se barrer d'Algérie parce que, voilà, ils n'ont pas fait de quartier. Le Front de libération nationale d'Algérie n'a pas fait de quartier sur les gens qui ont aidé les Français. Voilà, bon, c'est une période très, très trouble, très sombre de l'histoire française. Donc on a beaucoup effectivement d'Algériens qui sont venus aussi se réfugier à Marseille, hein, puisque évidemment l'Algérie, vous n'avez qu'à traverser la Méditerranée, hein, c'est pas une mer si immense que ça, donc beaucoup se sont réfugiés à Marseille. Et on est dans une configuration très 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 raciste, c'est-à-dire que même au sein de la police, il y a beaucoup de policiers corrompus, beaucoup de policiers qui sont racistes. Pas tous, puisqu'on avant les personnages principaux vont justement enquêter, sont justement beaucoup plus objectifs. Ils veulent à tout prix régler, enfin clore cette enquête, même s'il faut aller farfouiller dans la merde, hein, excusez-moi l'expression, dans la merde de la police notamment, d'associations qui regroupent des gens, voilà, pareil, hein, qui sont dans le racisme absolu. Et en fait, ils vont enquêter sur le meurtre d'un jeune arabe qui a été pris pour cible un peu au hasard, parce que tout simplement, bah voilà, ceux qui voulaient casser de l'arabe, m'excuserez, hein, c'est vraiment des expressions qu'on utilisait avant. Il passait dans les rues et voilà, il n'a pas eu de peau, il a été au mauvais endroit au mauvais moment et c'est tombé sur lui, quoi. Et voilà. Donc on voit tout le deuil de sa famille aussi, de son père. Son père qui, à la fin, ah cet homme il m'a retourné. Quand il arrive dans le bureau du procureur, je crois, ou du commissaire, et il m'a... Ah c'est un très beau moment. C'est un homme qui est très digne. C'est un homme qui travaille très dur, qui élève ses enfants correctement, seul, hein, parce qu'il a plus son épouse. Voilà, et il est d'une dignité, ce père de la victime, c'est incroyable. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance en fait que restitue Dominique Manotti, en nous montrant ce Marseille, voilà, dans les années 70, je vous dis, entre racisme, magouille policière. Enfin, voilà, c'était à ce niveau-là, c'était vraiment super intéressant. C'est presque un roman sociologique. Enfin, c'est du roman noir en fait, puisqu'on se retrouve dans une configuration où oui, il y a des meurtres et on nous parle de la société de l'époque. Donc là, on est vraiment dans du roman noir. Si vous aimez le style, voilà, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ces années-là, parce que c'est vraiment, je crois que je ne m'étais pas rendu compte à quel point l'après, on sait que ça a été un traumatisme, hein, l'après-guerre de l'indépendance pour tous ceux qui sont revenus enfin, tous ceux qui ont connu la guerre, mais tous ceux qui sont revenus aussi, qui ont dû fuir l'Algérie, on sait que ça a été un traumatisme terrible. Mais j'imaginais pas, on est quand même 4 ans après, faut le dire, c'est court, 4 ans, c'est rien. Et j'imaginais pas que c'était le traumatisme que ça avait pu être. Et franchement, c'est super, super intéressant. Je ne serais pas allée vers ce livre, mais il était vraiment très bien. Je vais continuer dans la série un peu livre pas très gai. Enfin, pas très gai, voilà. Un peu. Ouais, on est un peu dans du roman noir aussi. C'est le second disciple de Kenan Gorkun. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. L'auteur est d'origine turque et il vit en Belgique. Et là, on est donc à notre époque. On est en plein, voilà, on va parler d'attentats, les attentats qui ont eu lieu à Bruxelles. On va parler d'endoctrinement. Même si je trouve qu'on voit pas trop comment le jeune homme est. En fait, on va suivre un Xavier, c'est ça, Xavier, ouais.
C'est un jeune homme belge, voilà, de souche belge. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a eu une enfance assez chaotique, qui vit dans des quartiers pauvres, qui fait l'armée, qui a énormément de colère en lui et voilà, bon, il tue pas, mais il est quand même accusé de violence. Et il se retrouve avec Abu Brahim, qui lui est en prison pour avoir mis en place un attentat. C'était lui, enfin, c'était lui une des têtes pensantes de cet attentat qui a lieu à Bruxelles. Et en fait, Xavier lui sort de prison avant. Euh, et son but, c'est d'infiltrer l'ancienne bande d'Abu Brahim pour savoir qui l'a trahi. Parce que Abu Brahim, s'est laissé arrêter, n'a dénoncé personne, mais il pense qu'on l'a dénoncé. C'est pas le sujet principal du livre, cette dénonciation. Le sujet principal, c'est l'extrémisme. C'est comment on peut en arriver à pousser, des gens à se faire, parce que c'est ça, hein, à se faire exploser au milieu d'autres gens. C'est l'endoctrinement. Alors on comprend assez Xavier parce qu'il vient d'un milieu vraiment pas top. Après, ça n'excuse en rien de vouloir tuer des gens. Il n'y a aucune excuse à ça. On suit aussi Abu Brahim, qui sort de prison, hein, donc qui paye aussi ce qu'il a fait, pas assez cher à mon goût. Je pense que, enfin, pas assez cher. Mes mots vont peut-être paraître durs, mais quand vous avez quelqu'un qui a, voilà, fomenté un attentat, c'est difficile de lui trouver des excuses. Il y a une scène d'ailleurs qui est très très dure dans le livre et qui a été mais terrible, où en fait on voit, en fait Abu Brahim a mis en place des kamikazes, hein, des jeunes hommes, des islamistes qui ont des ceintures d'explosifs, donc ils vont se faire exploser sur la place, la grande place de Bruxelles. En plus, moi, je vois les lieux, alors c'est encore plus effarant. Et on voit ces kamikazes et on voit et on est dans leurs pensées. Et il y a un moment, il y en a un, il voit une jeune fille, il la trouve très belle. Et on se dit, mais il va la faire exploser quand même. Il la trouve très belle, mais il se dit, mais ouais, mais dans quelques temps, elle va être bourrée, elle va avoir bu. C'est tout ce que je dis. En fait, c'est tout ce qu'il déteste dans la société occidentale, c'est cette décadence. Voilà, et cette jeune fille, pour lui, elle va représenter cette décadence parce qu'elle va boire, parce qu'elle va se laisser draguer. Donc, il fait exprès de rester à côté d'elle pour être sûr de ne pas la louper, quoi. Et vous avez, ils sont 3 ou 4 kamikazes, vous avez on connaît leurs pensées, on sait ce qui va se passer, mais cette scène, elle est, mais enfin, j'en ai encore des frissons, quoi. Vous êtes vraiment au cœur de l'attentat. C'est vraiment, et c'est horrible. Et du coup, voilà, moi, le personnage d'Abou Brahim, je sais pas si l'auteur je pense pas qu'il a voulu le rendre sympathique. Je pense qu'il raconte juste son parcours de vie une fois qu'il est sorti de prison. Mais voilà, autant Xavier. Bon, le truc, c'est que Xavier passe pas à l'acte. Donc, évidemment, voilà, on n'a pas le même jugement. Abou Brahim, et puis Abou Brahim, enfin, il a pas eu une enfance aussi pourrie que celle de Xavier, quoi. Je veux dire, il avait une famille proche. Certes, il est dans un pays étranger, mais je comprends pas trop ce qui, voilà. Mais je crois que je comprendrai jamais ce qui peut pousser des gens à faire des choses pareilles. Donc voilà, ça n'a pas été un livre facile. Clairement, j'y serais pas allée. Je pense pas que j'y retournerai non plus vers ce genre de livre parce que c'est des sujets tellement d'actualité, tellement proches de nous. Et quand on voit ce qui se passe à tout moment, maintenant ils prennent des cibles au hasard, ils frappent au hasard, que ça crée, voilà, ça crée énormément d'anxiété. C'est hyper anxiogène. C'est très anxiogène ce genre de roman. Donc voilà, donc à découvrir parce que voilà, ça nous montre voilà ce qu'est toute l'horreur des attentats, toute l'horreur de ces jeunes qui sont endoctrinés. Et voilà, et parce que c'est aussi l'actualité, mais pas un livre facile. Bon, je vais accélérer un petit peu, parce que sinon on va pas s'en sortir, mais c'est vrai que c'est le genre de livre qui vous marque tellement. Là, c'est beaucoup plus, enfin, plus léger, oui, c'est L'os de Lebowski, c'est de Vincent Maillard. Alors, Lebowski, c'est en référence au film The Big Lebowski, le film des frères Cohen avec, vous avez Jeff Bridges qui se balade quasiment tout le long, c'est le mec qui glande rien. Il vit au crochet de la société. Toute la journée, il est en peignoir, en pantoufles.
Ses seuls moments d'action, c'est quand il va au bowling. Mais c'est un film très drôle, quoi. C'est l'humour des frères Cohen, quoi. Donc en fait, le personnage principal, Jim, a un chien comme ça. C'est un, je sais plus si c'est un Golden Retriever ou un. Ah, j'ai pas retrouvé l'autre nom. C'est pas un Golden, c'est un. Je n'ai pas retrouvé l'autre nom. Le nom du comme race. Enfin, un gros chien, quoi. Et il trouve que ce chien, il est très impassible, il bouge à peine. Voilà. Il se met dans un coin, il bouge plus. Voilà, donc c'est les Lebowski. Et Jim va être embauché par une famille aisée, parce qu'il est paysagiste, donc pour refaire leur maison. Alors c'est vrai qu'ils sont insupportables, ces gens, ces nouveaux riches, ces parvenus. Et on sent un peu un clash de la classe sociale, parce que Jim, certes c'est un ouvrier, mais c'est quelqu'un de cultivé, d'intelligent. Parfois, il leur répond même pas, quoi. C'est même pas la peine parce qu'ils le prennent un peu de haut, puis ils veulent jouer les gens sympas. Bah, venez manger, prenez petit déjeuner avec nous. Je sais pas s'il a le droit de se baigner dans leur piscine, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est voilà là, ils ont une fille qui est détestable au possible. Voilà, donc il y a une espèce de choc choc pas des civilisations, mais une choc voilà, de sociétal. C'est voilà. C'est à ce niveau-là, c'est très drôle. La fin est moins rigolote par contre, mais voilà. Et en fait, enfin, le chien déterre un os. Et là, Jim va commencer à se poser des questions parce que pour lui, cet os, c'est pas tout à fait un os. Ressemble bizarrement à un os humain. Donc voilà, donc on va avoir un enchaînement de circonstances, mais c'est surtout le clash voilà, entre ces nouveaux riches, ces nouveaux bourgeois, et Jim à côté, qui est un ouvrier très simple, mais qui n'est pas stupide non plus. Du coup, mais c'est la famille Loubet, elle prête à rire et en même temps, elle est. Ah, vous avez envie de taper dessus, franchement. Alors, voilà, ça c'est un petit peu. Moi, je savais que j'aime beaucoup les polars nordiques, donc là c'est Elma de Eva Björg Aegisdottir. J'avais lu son second, on retrouve le même personnage, hein, Elma. Dans le deuxième, c'est, je dis pas de bêtises, je ne sais plus, c'est les filles qui mentent. J'espère que je ne confonds pas avec une autre auteure de polar islandais. Bon, je m'étais un petit peu spoilée sur la vie personnelle d'Elma, évidemment, en lisant le deuxième avant le premier, mais bon, c'est pas grave. Ça reste toujours. Moi, j'aime beaucoup les polars nordiques. Évidemment, c'est pas très. Voilà, certains leur reprochent leur longueur. Oui, et c'est pas du thriller, c'est du polar, donc ça se met en place tout doucement. Mais moi, ce que j'adore, c'est le jeu passé-présent. C'est-à-dire qu'on entend toujours la voix de quelqu'un du passé. On ne sait pas, au départ, on ne sait pas qui c'est en plus. Elle nous raconte sa vie, voilà, à chapitre après chapitre. J'ai hâte, moi d'ailleurs, de tourner les pages pour retourner vers ce passé, parce que c'est ce passé qui va expliquer le meurtre qui a eu lieu dans le présent, qui va expliquer tout ce qui s'est passé. Et en fait, dans les deux romans d'Eva Björg à Aegisdottir, on n'a pas vraiment de. Enfin, nous, on sait tout. On sait, on a la résolution, on a le ou les criminels, on a le pourquoi surtout. Alors que sur les deux romans, je crois qu'elle vient d'en sortir un autre, c'est Les Garçons qui brûlent, je crois, si je me trompe pas d'autrice, hein. J'ai peur de confondre avec une autre. Mais voilà, on n'a pas de résolution. Les flics qui enquêtent n'ont pas la résolution finale, n'ont pas toutes les clés en main, alors que nous, on l'a. Voilà, donc l'auteur joue assez là-dessus. Moi, j'aime beaucoup ce mélange passé-présent. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis toujours prise dedans. Même si celui-là m'a moins marqué que Les filles qui mentent. C'est bien la même auteure. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, j'avais bien aimé Les filles qui mentent, ça c'est sûr. Mais voilà. Donc si c'est bien elle qui a écrit Les garçons qui brûlent, j'essaierai aussi de me le procurer pour le lire. Voilà, faut aimer les polars nordiques. Si vous voulez commencer à en lire, je vous le conseille aussi. Vous pouvez très bien commencer par celui-ci. Ouais, ils sont pas très longs en plus. Et franchement, moi je trouve ça très prenant, ce jeu de passé-présent. J'adore. Dans mon top 3, enfin c'était mon top 3, top 4 on va dire, il y avait aussi, alors là c'est pareil, dans la série thriller bien sanguinolent, je vous présente Les Carisseurs de Nadine Matheson. Elle vient de sortir, pas la suite, mais le roman, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est édité chez Seuil Noir, Le Châtiment des Fidèles, il est sorti il n'y a pas très longtemps. On retrouve la même équipe d'enquêteurs. Donc là, en fait, évidemment, les carisseurs, comme son nom l'indique, le tueur s'amuse à découper ses victimes.
J'ai trouvé ça très... Alors moi je me suis dit ça va me plaire parce que c'est le genre de thriller qui me plaît et en fait ça m'a réservé plein de bonnes surprises. Je pensais pas qu'il resterait autant marqué et qu'il me plairait autant. J'ai vraiment une bonne surprise. Puis c'est pas mal fait parce qu'en fait on suit... Alors l'enquêtrice, est-ce que je vais retrouver le nom non, son nom n'est pas noté. C'est une femme qui enquête, donc qui découvre un corps démembré. Enfin, deux corps démembrés mis en scène. Or, c'est la même façon d'opérer qu'un un tueur en série qui a été mis, qui est en prison, qui est sous les écrous, enfin voilà, qui est sous les écrous, comme ça qu'on dit, sous les écrous, je ne sais plus. Et voilà, donc on a affaire certainement à un copycat, hein, quelqu'un qui imite qui imite un tueur en série. Donc l'enquêtrice va être qui a arrêté le tueur en série s'appelait Olivier. Olivier, c'est son nom de famille, hein. Angelica, elle s'appelle, voilà, Angelica. Elle va se retrouver obligée de, voilà, d'aller revoir cet homme qu'elle a arrêté, qui a failli la tuer quand elle l'a arrêté. Donc voilà, ça remue des choses très compliquées. Ça, évidemment, ça a un impact sur sa vie personnelle, parce qu'elle est mariée avec un enfant. Son mari n'est pas trop pour qu'elle aille replonger son nez là-dedans, parce qu'elle a failli mourir la première fois. On essaie de savoir qui est ce copycat. Le vrai écarisseur, celui qui est en prison, n'apprécie pas du tout que quelqu'un le copie. Voilà, donc il y a... et puis on a pas une fin ouverte, mais voilà, je pense qu'on va avoir un fil... oui, il y a un fil rouge. Je ne sais pas si on va le retrouver tout de suite dans le tome 2, mais ça invite effectivement à lire la suite. En tout cas, très efficace en tant que thriller sanguinolent. Alors, vraiment, âme sensible, s'abstenir. Ne lisez pas ça si ce n'est pas votre genre. Mais très efficace, très bien. Voilà, les meurtres mis en scène sont vraiment bien mis en scène, sont vraiment frappants. Et en même temps, ils donnent des indices. Voilà, ils laissent des indices derrière lui pour qu'on remonte la piste. On va se retrouver vraiment dans le passé du vrai écarisseur qui est en prison. Et sur son passé, sur son jugement, c'était vraiment super intéressant de voir aussi comment se passe un jugement. Là, on est pas à Londres, si c'est à Londres, si c'est à Londres, oui, voilà. Je veux dire, c'est bien en Angleterre, mais j'étais plus sûre que c'était à Londres. Donc vraiment très intéressant, très bien mise en scène, très prenant, dans le style thriller sanguinolent. Je vous le conseille. Voilà, et ça, c'est les deux derniers. Voilà, c'est sur ces deux-là que j'ai longuement hésité. J'ai choisi, je peux vous le dire, hein, c'est mon vote à moi, L'eau rouge en premier et en deuxième Sombre de Max. J'ai longtemps hésité, hein. Ça a été très très dur de choisir entre Sombre de Max Moneuet et l'autre livre. Donc elle a écrit un deuxième livre avec le même personnage qui s'appelle Je suis le feu. On va suivre Victor Karan qui est psychologue et qui intervient en milieu carcéral. Bon, il y a des choses qui se passent dans sa vie. Alors, on sait qu'il a eu un traumatisme, on ne sait pas lequel parce qu'il a des flashbacks. Quand on va savoir quel traumatisme il a vécu. Et il a un ami d'enfance qu'il connaît depuis la primaire ou depuis le collège qui s'appelle Sombre, Jonas Sombre. Oui, c'est le nom du personnage, voilà. Or, la femme de Sombre est retrouvée morte. Donc, évidemment, tout converge pour accuser le mari. Sauf que Victor, lui, c'est son ami d'enfance et il ne le croit pas capable. C'est plutôt quelqu'un d'intellectuel, sombre. Voilà, il ne ferait pas de mal à une mouche, donc il ne veut pas croire qu'il est coupable. Voilà, donc on va suivre son enquête, on va suivre un petit peu. Donc, voilà, les flashbacks de ce qui a traumatisé Victor Karan, qui l'a amené là. On va suivre la vie aussi de Jonas Sombre, parce qu'il a aussi une fille d'un premier mariage, la vie avec sa seconde épouse. Je ne vais pas vous en dire trop, parce qu'il y a des trucs... Dès le début du roman, mais j'ai quand même pas vous le dire, en plus c'est pas noté dans le résumé. On va suivre aussi un jeune homme qui vient d'être libéré de prison, que Victor suit. Et on sent qu'il y a quelque chose... Alors ça n'a rien à voir avec le reste de l'histoire, hein, ça se greffe en plus, mais on sent qu'il y a quelque chose avec ce jeune homme. En fait, il a tué son père, c'est pour ça qu'il est en prison, parce que son père le battait et il en a eu marre, que son père s'en prenne à lui et à sa mère. Et un jour, voilà, il en a eu marre, il a tué son père. On ne peut pas vraiment lui en vouloir quand on sait ce qu'il a subi. Mais on sent qu'il y a quelque chose d'autre. C'est fait qu'à la fin, on a une révélation sur ce personnage. On a deux twists finaux en plus. Enfin, c'est vraiment super prenant, très psychologique.
Il y a une enquête, hein, c'est clair, mais c'est surtout très psychologique et c'est vraiment... Alors Max Monnoé, c'est une femme, c'est une autrice française, il faut quand même le dire, hein, on est capable aussi, voilà, quand même des auteurs français qui sont très bons en policier, voilà. Donc je connais à le dire parce que je trouve ça, vraiment, son roman est excellent, voilà, excellent. J'ai hâte de lire Je suis le feu, je l'ai dans ma palle, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais bon, j'ai hâte de le lire. Et vraiment, ça a été une très très bonne lecture. Et je vous conseille vraiment de découvrir cet auteur. Par contre, si vous voulez pas être spoilé sur la vie personnelle de Victor, sur le drame qui l'a frappé, lisez Sombre en premier. Voilà, il y en a eu que 2 de sorties. Elle a écrit d'autres livres, mais avec Victor Karan, il n'y en a eu qu'un seul. Voilà, donc ça c'était voilà, les 2 sur lesquels j'ai hésité. Pour finir, j'ai choisi L'eau rouge de Jurica Pavičić. Alors c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'avec les Polar Points, vous découvrez des auteurs d'autres horizons. Ici, nous avons un auteur croate. Je suis en train de chercher. Donc en fait, une jeune fille disparaît alors qu'elle a 16 ans, et l'enquête va se dérouler sur 30 ans. C'est-à-dire on va suivre les personnages. J'ai refermé le livre, je ne pensais pas il laisserait autant de traces en moi. Je vous jure que c'est une lecture, après l'avoir refermée, mais des mois après, elle me marque encore, parce que l'enquête se passe sur 30 ans, donc on voit l'histoire de la Croatie, déjà, hein, on voit parce qu'au départ, c'est pas la Croatie, elle n'est pas indépendante, c'est la elle fait partie de la Yougoslavie, donc on voit la guerre, on voit son indépendance, on voit la fermeture des usines dans ce village, on voit la montée du tourisme qui ne plaît pas forcément à tout le monde, qui crée des problèmes. Et puis, il y a toujours en filigrane cette jeune fille, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle a fui? Parce qu'apparemment, elle dealait un petit peu, elle avait envie de fuir son village un peu pourri, trop petit pour elle. Alors, est-ce qu'elle a fui en laissant tout le monde derrière elle? Est-ce elle a été tuée? Voilà, on aura la révélation qu'à la fin. On comprendra d'ailleurs le titre Loup rouge à la fin. Et ce livre, enfin, ce meurtre, c'est comme une malédiction en fait. Enfin, ce meurtre ou ce non-meurtre, c'est comme une malédiction. Cette disparition, c'est comme une malédiction sur ce village croate. Et vous avez les réactions des différents personnages qui l'entouraient, sa famille. Alors, il y en a qui continuent à la chercher, d'autres qui essaient d'oublier. Certains qui étaient proches d'elle et qui se souviennent, même au moment de leur mort, qui se souviennent de ça. Mais sans qu'on sache ce qui s'est passé, quel rôle ils ont joué dans la disparition de Silva. Voilà, on ne sait pas. Et ce livre est vraiment, mais il est vraiment obsédant. Voilà, comme les protagonistes du roman, je ne peux pas le dire autrement, j'étais obsédée moi aussi par la disparition de cette jeune fille et ce qui lui est arrivé. Voilà, donc je vous le conseille fortement. C'est en plus un auteur croate, une nouvelle plume pour la France. Donc c'est intéressant de découvrir aussi voilà, de nouvelles plumes venues de l'étranger. Et voilà. Bon, maintenant, moi, je sais qui a gagné. Moi, en tout cas, c'était ces deux-là qui étaient dans mon top voilà, sur lesquels j'ai vraiment beaucoup, beaucoup hésité. Voilà, alors comme d'habitude, je vous laisse ici. N'hésitez pas à liker, à laisser des petits commentaires. Je vois que vous commencez à mettre des petits commentaires, ça me fait vraiment très plaisir. C'est très sympa. Merci à ceux qui auront suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt. Bye bye!